Cette vidéo est en collaboration avec Isover. Qu'est-ce qui fait qu'on crève de chaud dans ce logement en été, alors que ce n'est pas le cas de ce logement? Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas lui piquer quelques techniques pour aider les logements dans lesquels on crève de chaud? La réponse est oui, il y a plein de techniques pour refroidir un logement efficacement, mais nous, on parlera que des 3 techniques les plus efficaces. De celle qui est gratuite et que vous pourrez vous-même mettre en place ce soir, jusqu'à la plus chère pour l'été prochain. Bon, c'est sûr que si on pouvait tous déménager dans une zone tempérée, proche d'un plan d'eau, puisque c'est là qu'il fait le plus frais, bah oui, on aurait moins chaud. Mais nous, on va supposer que vous restez dans votre logement. Je vous présente Zoé. Alors, Zoé n'est pas un article de recherche, c'est l'autrice principale de ce papier. Et avec tous ses collègues, elle a fait une étude en Angleterre sur certains logements où ils ont pu réduire la température de 14 degrés de moyenne. Et ce, pendant tout le mois d'août. Et pour ça, ils ont utilisé 2 techniques simples comme bonjour, que vous connaissez, mais que vous n'utilisez probablement pas à leur plein potentiel. Oh, une petite brise. Alors, ah non mais ça, c'est parfait. Là, dans mon script, il y a écrit une petite brise. Ça vient avec de la pluie aussi. Ça, c'était pas dans le script, la pluie. D'ailleurs, la brise sera notre première technique de refroidissement de nos logements. Enfin, pas la brise directement, mais la circulation de l'air. C'est quelque chose que vous faites probablement déjà de façon assez intuitive, mais pas assez pour que ce soit efficace. Dès que le soleil tombe, si la température à l'extérieur diminue par rapport à la température qui est à l'intérieur, là, évidemment, on ouvre pour aérer, pour laisser entrer l'air frais ou du moins l'air moins chaud. Regardez, à l'extérieur, il fait 27 degrés et à l'intérieur, il fait 34,5. On ouvre. Mais, et c'est là le point clé, est-ce que vous laissez ouvert assez longtemps? Alors on pourrait se dire qu'une fois que la température à l'intérieur est égale à la température à l'extérieur, c'est bon, on peut fermer, on n'a plus rien à gagner comme perte de température. Mais que nenni les amis. Vos murs, sol, plafond, canapé, comptoir de cuisine, tout ça a emmagasiné de la chaleur dans la journée. Et quand la température baisse, il restitue cette chaleur. C'est un peu comme si on avait des mini chauffages à l'intérieur de notre maison. Vous pouvez voir ça comme une tasse de boisson chaude. Pour la refroidir, vous soufflez dessus. Ça fait en sorte que la chaleur qui est sur le dessus de la boisson est évacuée et l'air frais qu'on amène peut à nouveau se réchauffer pour être évacué au prochain souffle. Mais c'est pas parce qu'on a soufflé une fois que toute la chaleur de notre liquide a disparu. On a juste enlevé la chaleur superficielle, mais il en reste tout plein là-dedans. Donc si vous fermez vos fenêtres trop tôt, vos mini-chauffages n'ont pas eu le temps de se décharger de leur chaleur et votre logement se mettra à nouveau à chauffer. Il faut continuer à souffler. Alors combien de temps faut-il laisser l'air circuler ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend de votre bâtiment, de sa configuration, qui crée ou non des courants d'air, de ce que vous avez à l'intérieur, d'à quel point ça a chauffé en journée et d'à quel point la température a baissé pendant la nuit. En tout cas, votre potentiel de refroidissement, c'est celui qui existe entre votre température intérieure et la température extérieure pendant la nuit. Vous pouvez faire des essais par contre. Regardez la température de la pièce juste avant de fermer les fenêtres. Et si dans quelques heures la température a augmenté, c'est que vous aviez encore trop de chaleur emmagasinée dans vos mini-chauffages de maison. Et qu'il faut laisser ouvert beaucoup plus longtemps. Et vous verrez, quand on dit plus longtemps, c'est vraiment beaucoup plus longtemps. En plus, plus vous laissez ouvert longtemps, plus vos mini-chauffages se refroidissent, à supposer qu'il fait frais dehors évidemment, et plus vous commencerez la journée du lendemain avec une température fraîche. Donc si dans la journée votre logement augmente de 10 degrés, si vous partez de 20 degrés ou si vous partez de 25 degrés, ça va faire une grosse différence. Le matin, si vous avez vraiment bien refroidi votre logement toute la nuit, vos mini-chauffages là, en réalité, ça deviendra des pains de glace. Alors, des pains de glace, ils vont chauffer inexorablement, il n'y a pas d'alternative à ça, mais ils partiront de plus bas. Bon alors évidemment, je suis bien consciente que c'est pas toujours possible de laisser ouvert en grand pendant des heures. Entre les moustiques, le bruit, le vis-à-vis, les risques d'effraction, qu'est-ce que j'oublie? Ou simplement une mauvaise configuration de fenêtre, je suis certaine que vous avez probablement des très bonnes raisons de ne pas laisser ouvert pendant des heures. Soit. Et pourtant, ça vaut vraiment la peine de trouver une solution. Je sais pas, ajouter des rideaux, placer une moustiquaire, ajouter des bouchons d'oreilles, que sais-je. Mais si vous souffrez de la chaleur en été, vous ne pouvez pas passer à côté de la surventilation de votre logement. Dans les moments où il fait frais, évidemment. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez. Je sais que ça semble évident, ouvrez les fenêtres quand il fait frais, oui. Mais vraiment, le point le plus important ici, c'est qu'il faut le faire pendant beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez. Donc, dans l'expérience de Zoé en Angleterre, eux, ils ont ouvert toute la nuit pour profiter de la fraîcheur de la nuit, justement. Et ils ont fermé les fenêtres en journée quand les habitants n'étaient plus là. Et pendant la période la plus chaude de la journée où les fenêtres sont fermées, ils ont utilisé une technique que nous, on fait naturellement quand on est dehors et qu'on a trop chaud. Chaud. Moins chaud. C'est aussi simple que ça, empêcher le soleil de rentrer. Et là, évidemment, les principales coupables,
c'est les fenêtres. La lumière que vous voyez, elle est accompagnée de pas mal de chaleur radiative. Alors certes, l'air est chaud, mais les radiations du soleil, elles empirent vraiment la situation. Si on laisse le soleil taper directement sur notre sol ou sur le canapé, mettons, et ben eux-mêmes se mettent à chauffer et ils deviennent d'autant plus des mini-chauffages par la suite. La meilleure des solutions, c'est d'empêcher le soleil de rentrer, avec par exemple un auvent, une pergola, une marquise, peu importe, du moment que vous avez une structure opaque qui empêche le soleil de rentrer. Alors moi j'ai une toile là, c'est pas idéal, mais c'est ce que j'ai pour l'instant. Et idéalement, on voudrait que ce truc-là soit bien conçu, de sorte qu'il laisse la lumière de l'hiver rentrer pour profiter de cette énergie gratuite, mais pas celle de l'été où le soleil est plus haut dans le ciel. Alors cette réflexion fonctionne pour les fenêtres qui laissent passer le soleil en journée, mais si vous avez des fenêtres orientées vers le soleil rasant du matin ou du soir, ce ne sont pas ces structures qui vont vous aider, mais beaucoup plus des volets ou des stores abaissés au plus bas. Alors c'est sûr qu'on perd en lumière, mais on perd en chaleur aussi. Ce qui est notre but. Si vous ne pouvez pas installer de protection solaire extérieure, il vous reste l'option du rideau. Alors ce ne sera pas aussi efficace que les solutions précédentes, ne serait-ce que parce que le rideau va emmagasiner de la chaleur qu'il va restituer par après, donc c'est un mini chauffage à part entière, mais ce sera mieux que de laisser la lumière rentrer. Et justement, on va essayer d'avoir un rideau qui reflète le plus possible la lumière vers l'extérieur. Dans l'expérience de Zoé, entre un appartement qui a une protection solaire extérieure et un appartement sans protection solaire, ils ont réussi à avoir 14 degrés de moyenne en moins. Toujours en gardant la ventilation la nuit, ça on l'enlève pas. Et avec une protection solaire intérieure, donc comme un rideau ou un store, ils ont réussi à avoir 10 degrés de moyenne en moins. Alors une protection solaire intérieure, c'est moins efficace qu'une extérieure, mais 10 degrés de moins, ça vaut la peine de le souligner quand même. Alors après, ne prenez pas ce 10 degrés de moyenne comme une promesse. Malheureusement, dans ce domaine, ça dépend de votre logement, de sa configuration, sa localisation, sa construction et des conditions extérieures. Par contre, ça illustre vraiment bien qu'il y a un vrai potentiel à utiliser de la protection solaire extérieure ou même intérieure pour se protéger de la chaleur. Alors ça existe des rideaux spéciaux conçus pour leur performance thermique, mais si vous voulez le plus bas coût, que vous allez en friperie, que vous prenez n'importe quel rideau, prenez-le idéalement de couleur blanche pour la partie intérieure, celle qui va refléter le soleil, ce qui n'est pas mon cas, ce n'est pas idéal. Et tout ça c'est parce que le blanc ça renvoie plus la lumière du soleil que d'autres couleurs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a quelques années sur pourquoi est-ce qu'on conseille de porter du blanc en été et pourquoi ce n'était pas un mythe. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Alors peut-être que pour vous un rideau c'est trop cher, ou alors il fait chaud aujourd'hui et vous avez besoin d'une solution là maintenant tout de suite. J'ai ça pour vous. Alors, c'est moche, je vous l'accorde, mais c'est gratuit et ça peut vraiment vous faire une différence. Ça peut être aussi simple que ça. Et enfin, la dernière solution, la plus chère et la plus longue à mettre en place, mais qui vous amènera à une réduction durable de votre facture d'énergie et plus de confort en été comme en hiver, c'est l'isolation de votre logement. Et l'isolation en été, au lieu d'essayer d'empêcher la chaleur de sortir, cette fois-ci on essaie d'empêcher la chaleur de rentrer. Par contre, notez bien, l'isolation ne vient pas remplacer le fait d'ouvrir les fenêtres ou de se protéger du soleil. Elle vient en complément et sera particulièrement utile pour les périodes de grosse chaleur. Parce que quand la température ne descend pas la nuit, ça sert absolument à rien d'ouvrir les fenêtres, puisqu'il ne fait pas plus frais. Donc l'enjeu pendant les périodes de canicule, c'est de retarder le plus possible le moment où le logement devient trop chaud. Et ça, c'est soit en se protégeant du soleil, soit en isolant. Je suis en train de refaire des travaux dans mon studio et j'ai eu l'occasion de faire un petit trou dans la paroi du studio. Et dans cette paroi, ce qu'on peut voir, c'est que à l'intérieur, j'ai 3 pouces. Donc je vais mettre ici en centimètres ce que ça fait. J'ai 3 pouces d'épaisseur où il n'y a rien, c'est juste de l'air avant la cloison extérieure. J'imagine qu'au moment de la construction, à l'époque, la logique c'était de dire l'air peut agir comme un isolant, donc ça va quand même isoler la pièce, le fait d'avoir cette épaisseur-là d'air. Le problème de cette réflexion-là, c'est que en fait, l'air n'est pas réellement un isolant. L'air est isolant seulement s'il est statique. S'il est mobile, on a de la convection qui se fait particulièrement efficacement. Et là, on a forcément de la convection qui se crée, parce que entre le mur extérieur qui est froid et le mur intérieur qui est chaud, on a une différence de température qui va créer des courants d'air à l'intérieur. Et d'ailleurs, bon, là vous pouvez pas le voir, mais si je mets ma main ici, je sens de l'air. Et c'est pas qu'il y a un vent directement qui s'est créé, qui arrive de l'extérieur, c'est juste que la différence de température entre les deux parois est telle que ça crée un vent à l'intérieur du mur. Et donc ça, c'est terrible pour l'isolation. L'air n'est pas un isolant, c'est l'air statique qui en est un. Quand l'air est chaud, les molécules d'air, mes billes ici, se déplacent librement et s'entrechoquent. Et plus une molécule se déplace vite, plus elle est porteuse d'énergie, qu'elle pourra ensuite transmettre lors d'une collision avec une comparse. Évidemment,
même joueur joue encore, qu'elle pourra transmettre lors d'une collision avec une comparse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son énergie de vitesse, donc son énergie cinétique de son petit nom, se convertit partiellement en énergie thermique lors de la collision. Et de proche en proche, les billes les plus dynamiques vont finir par mettre en mouvement toutes les billes. Et là, ce qu'on vient d'illustrer finalement, c'est le principe de la conduction thermique. C'est des transferts d'énergie entre molécules. Un corps chaud contient des molécules qui se déplacent vite, s'entrechoquent avec d'autres molécules, et c'est comme ça que la chaleur se propage. Donc maintenant, pour que l'air isole, il faut qu'il soit le plus statique, le plus immobile possible. Parce que si on bouge, on a des transferts de chaleur. Et c'est là qu'entre en jeu l'isolant, dont le rôle va être d'empêcher le plus possible les molécules de bouger. Alors, on va représenter un isolant. Voilà, à peu près. Donc quand vous mettez un isolant qui est très souvent léger et fibreux dans un mur, son pouvoir isolant ne vient pas tant des fibres en elles-mêmes, mais plutôt d'à quel point les fibres de l'isolant peuvent piéger les molécules d'air au point de les rendre les plus immobiles possibles, peu nombreuses et incapables de transmettre la chaleur entre elles parce qu'elles sont contraintes dans leur poche. Et comme l'isolant n'est jamais seul dans un mur, il est entouré, je sais pas moi, de briques, de plaques de plâtre, que sais-je. Là on a un effet combiné où la matière dense qui est autour de l'isolant peut accumuler de la chaleur, donc le mini chauffage dont on parlait, pour retarder l'entrée de la chaleur dans le logement. Ça s'appelle le déphasage thermique. Et l'isolant, lui, son rôle principal, ça va être de réduire la quantité de chaleur qui rentre, qui passe au travers, en réduisant la conduction thermique. Alors isoler certes, mais avec quoi et comment ? Quand vous allez commencer à regarder tous les comparatifs, vous allez voir il y a énormément de types d'isolation possibles, avec des propriétés physiques comme la résistance thermique, le déphasage, etc. Des avantages et des inconvénients variés, et aussi des considérations très pratico-pratiques comme le coût, la facilité d'installation, la disponibilité de la main-d'œuvre, l'aspect naturel des matériaux, les subventions accessibles, les règlements de la ville ou de la copropriété, les spécificités de votre logement, de la météo de là où vous vivez, etc., etc. Et si vous additionnez tous les critères, ce sera toujours pertinent d'isoler, mais le meilleur isolant pour le logement de Sandrine ne sera pas forcément le même que celui de Sophie. Et d'ailleurs, en lisant plusieurs articles de recherche, j'ai pas pu ressortir un matériau ou une technique qui montrerait une supériorité incontestée dans tous les cas réels. Je ne vais donc pas vous recommander un isolant particulier parce que ce serait vain, c'est vraiment trop spécifique à vos contraintes. Mais pour les périodes de chaleur, l'isolation sera votre allié, même si vous ne pouvez pas mettre l'isolation avec les meilleures propriétés thermiques du monde. Cela dit, garder une maison fraîche en été, même avec une bonne isolation, c'est un peu de gestion et de travail. Vous pouvez avoir une maison bien isolée, si vous n'aérez pas quand il fait plus frais, que vous n'avez aucune attention sur le soleil qui rentre par vos fenêtres et que vous faites une cuisson au four toute la journée, l'isolation ne fera pas de miracle. Vivre avec des températures extrêmes, comme ce sera de plus en plus le cas à l'avenir, c'est s'ajuster, c'est s'adapter et prévenir en installant des protections solaires et en isolant. Tout en pensant qu'il faut que ces solutions s'adaptent aussi bien à l'hiver qu'à l'été. À vous de jouer!